l'objectif, c'était aussi d'apaiser les esprits. Madame la députée. Vous êtes apaisée? Est-ce que ce soir, vous êtes apaisée ou la colère est montée d'un cran après avoir écouté les 35 minutes? Madame la Marquise. Non, je crois que ce qui s'est passé finalement ce midi, ça a été un président complètement à côté de la plaque. Et on nous parle d'intérêt général, mais je crois que l'intérêt général, c'est l'apaisement. Et l'apaisement, en l'état actuel, dans le dialogue social dans le pays, c'est le retrait de la réforme. Alors on assiste à une double communication. Hier, le président, avec les députés de la majorité, disait que la foule était illégitime. Et aujourd'hui, face aux journalistes à 13h, il nous explique qu'il entend la colère. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a une espèce d'insincérité qui fait que ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas. Et on ne peut pas s'attendre à ce que le discours qui a été tenu ce midi mène à l'apaisement. Qu'est-ce qui a suscité la colère? C'est le 49-3. S'il y avait eu un vote, tout aurait été différent. Mais ce 49-3, il a mis le feu aux poudres. Et pourtant, ça vient d'un parti qui est si jeune, mais qui a des pratiques d'un autre temps, qui baigne dans la popole à l'ancienne et dans vouloir passer à tout prix. La popole. Ouais, la popole, la politique politicienne à l'ancienne. Et on a entendu effectivement ici et là qu'on aurait fait face à un président qui est droit dans ses bottes. Mais à quoi ça sert d'être droit dans ses bottes si ses bottes, elles vont droit dans le mur? Personne ne peut dire comment ça va tourner, ces rassemblements de jeunes qui vont de façon un peu erratique, sur des parcours peu déterminés et qui se rassemblent sur des réseaux sociaux. Personne ne s'engage à dire comment ça va tourner, mais le gouvernement pense plutôt qu'on est sur un mouvement qui va se tasser. Et la grande question, c'est de savoir demain si la mobilisation de jeudi va relancer le mouvement ou si au contraire c'est la dernière grande manifestation. Le barreau d'honneur, Marie-Charlotte Garin. Vous le sentez comment en fait? Et moi j'ai l'impression Parce que la loi, elle est adoptée et Emmanuel Macron veut l'appliquer assez rapidement maintenant. Mais le CPE avait été adopté et finalement la mobilisation de la rue... C'était pas la même réforme, c'était beaucoup moins important. Non mais je crois qu'il faut... Enfin vraiment, je reviens sur cette notion d'être à côté de la plaque. Moi je comprends pas comment est-ce que dans le gouvernement on peut se dire ça va passer. Ça ne va pas passer, il y a une colère des gens. Mais on voit la colère des gens dans la rue, le mouvement social, la contestation, elle ne passe pas. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte... Les gens ne vont pas se lasser de manifester, de faire grève. Mais on est dans un contexte d'inflation, où le coût de la grève est immense. Mais du coup, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire qu'on ait autant de gens qui vont être en grève demain, alors que le coût est immense. Mais ce sont des gens pour qui c'est tellement grave, cette situation, qu'ils se mobilisent quand même. Et ne pas entendre ça, c'est un mépris total. En fait, c'est une espèce de violence. Et refuser, en plus de montrer que les institutions peuvent être un débouché à une crise sociale, c'est aussi créer toute une génération qui va être une génération 49-3, une génération passage en force, une génération qui ne va plus croire au vote. Et après, c'est déjà une génération qui ne vote pas beaucoup, notamment chez les jeunes. Hein. Mais moi, je reçois des messages ces jours-ci de personnes de ma génération, donc à peu près 25-30 ans, qui viennent me dire pour la première fois, je vote à toutes les élections depuis que j'ai 18 ans, pour la première fois, je me dis que ça ne servira plus à rien. Et le problème avec tout ça, c'est que dans quelques temps, dans quelques années, la majorité va venir nous voir avec l'alarme à l'œil en nous disant « Attention, il faut lutter contre l'abstention et il faut faire barrage à l'extrême droite. » Si vous arrivez au pouvoir, vous engagez à ne jamais utiliser 49.3 chez les écologistes. Mais si j'arrive au pouvoir, enfin si la gauche et les écologistes arrivent au pouvoir... Parce que la gauche l'a déjà utilisé, d'ailleurs la plus utilisée que la droite dans l'histoire de la Ve République. Et c'est un député de mon groupe qui a l'initiative d'une pétition pour faire tomber le 49.3. On a besoin d'une réforme de nos institutions et d'aller vers une sixième. Donc vous vous engagez à ne jamais utiliser 49.3. On s'engage à faire une réforme des institutions et à ouvrir la 6e République. Ministre, vous avez entendu mépris, c'est le mot qui est revenu le plus souvent aujourd'hui après l'intervention du chef de l'État, Maud Bréjean. Mépris. Moi, je pourrais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, parce que sinon ça va... C'est la répétition, on n'a pas bien compris. On est stupide. Je crois qu'encore une fois, d'une part, le président... Méprisant hors sol, foutage de gueule, déni. Je vais vous dire, ce qui aurait été méprisant, c'est de mentir aux gens. Menteur. Ce qui aurait été méprisant, c'est de mentir aux gens, c'est de leur dire que tout va bien, de leur dire que le système fonctionne bien, que le système est à l'équilibre et qu'on peut continuer à avancer comme ça, que ça ne pose pas de problème. Ça, au fond, donc c'est un président courage. Au fond, ça aurait été un grand mépris. On peut dire que c'est un président courage. Ça aurait été un mépris d'abord pour notre génération, parce qu'on est globalement de la même génération, on a quelques années d'écart. C'est pour nous qu'on fait cette réforme. C'est précisément pour nos générations et pour celles qui suivront. Et effectivement, c'est pas facile. Pour revenir à la question des manifestations, effectivement, il faut distinguer des manifestations qui sont légitimes avec des gens, des salariés, des retraités, des jeunes qui manifestent dans le calme, dans la sérénité. Mais ça n'a rien donné. Et je respecte tout à fait ça. Donc certains se disent il faut maintenant être violent pour obtenir gain de cause. Il y a une minorité, il y a des minorités qui ont des comportements qui sont absolument inacceptables, et qui ne sont pas condamnés d'ailleurs par l'intégralité de la classe politique. Moi, j'aimerais entendre les syndicats condamner beaucoup plus clairement les violences qu'on a pu constater ces derniers jours, ces dernières semaines, les menaces
menaces à l'encontre des élus qu'on a pu subir. J'aimerais entendre l'extrême gauche le faire. Et donc oui, face à ça, en fait, on assume être du côté de l'ordre quand une partie de l'extrême gauche aujourd'hui est du côté de la bordélisation permanente du pays. Et c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Parce qu'on a tous une responsabilité, et je terminerai là-dessus, dans la façon dont on arrive, même dans des moments de tempête, même dans des moments de grands désaccords, à conserver du lien dans la société et à continuer à essayer, même si c'est dur, d'avancer ensemble. C'est pas ce genre de comportement-là qui le permettent. Quand les institutions fonctionnent, le fait qu'il n'y ait pas eu de vote, ça crée une violence sur les gens qui est extrêmement forte. Alors attendez, il n'y a pas eu de vote. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République, c'est Apolline de Malherbe qui l'a rappelé ici, elle a raison. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'on passe un texte qui n'a jamais été voté par l'Assemblée nationale. Alors, ça n'est jamais arrivé. Je juge pas. Non, mais je voudrais juste répondre ce que vous... Je juge pas la réforme, je juge pas. Moi, je suis en train de parler, donc vous parlerez après, mais je veux dire, je juge pas. Pourquoi pas cette réforme? Simplement, c'est très violent. Et dans le contexte, ça revient à ce que dit l'écrivain Nicolas Mathieu. Ça revient à confier des allumettes à des enfants. Non. Vous êtes en train d'allumer un brasier qui va durer des semaines. Et on sort du Covid. On a la guerre en Ukraine. On a l'inflation sur le dos. C'est pour ça que les gens sont exaspérés. La communication qu'on leur fait, c'est on va vous pourrir encore un peu plus votre quotidien. Et by the way, j'entends même pas ce que vous me dites. Vous êtes en colère, je l'ai pas entendu. On va continuer comme avant. Elisabeth Borne, elle fait super bien son boulot. Et c'est juste pourquoi vous avez vu, les journalistes ont essayé plusieurs fois. Moi, je trouve qu'ils ont été remarquables dans cette interview de dire au président, Monsieur le Président, pourquoi vous n'apaisez pas la situation? Pourquoi vous n'êtes pas dans votre rôle d'unité? Ah oui, mais il ne peut pas retirer sa réforme. Non, mais il pourrait essayer de comprendre. C'est ça qu'attendent les gens dans la rue. Il pourrait essayer de comprendre ce qui se passe. Il a dit, j'entends. Oui, mais la colère. Il faut des actes. Ça suffit pas. Effectivement, il faudrait qu'il temporise sa réforme. Peut-être qu'il faudrait qu'il dise. Ah oui, de faire comme Chirac. Le travail. Oui. Et quand Chirac l'a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jacques Chirac, incapable de réformer, pas courageux, qui reculait dans la rue. Quand vous prenez une baffe, comme il est en train de s'en prendre une, parce que c'est une baffe publique, qu'on le veuille ou pas, qu'est en train de se prendre Emmanuel Macron. Il est en train de perdre ses capacités politiques pour la suite de son mandat. Il a beaucoup essaie de démontrer l'inverse. Voilà. Quand vous prenez une baffe, vous prenez une baffe. Elle est là de toute façon. Ça ne gêne pas. Il faudrait essayer. Cette impopularité, je l'endosse. Oui, je l'assume. C'est pas que l'impopularité. Si vous remarquez ce qu'il a dit, il a aussi dit je vais passer des réformes qui ne seront pas forcément des lois. Donc je pense qu'il a déjà intégré qu'à l'Assemblée, il n'aura plus de majorité. Il a sacrifié sa capacité d'action pour cette réforme, dont ses propres conseillers, au comité d'orientation des retraites, nous expliquent qu'elle n'était pas nécessaire. Oui, mais s'il ne passait pas cette réforme, ça ne l'aidait pas plus. Non, mais ça a été massacré en communication de A à Z. Il pourrait refaire les choses et retisser quelque chose. Il va bien falloir qu'on ait une sortie de crise. Comment on sort de cette crise, justement? Qu'on n'ait pas complètement réussi à convaincre, je ne vais pas essayer de vous expliquer le contraire. Emmanuel Macron l'a reconnu. En revanche, quand vous dites que cette réforme n'est pas utile, alors que dans l'ensemble des scénarios du corps, le non, on ne va pas refaire le corps. Non, avançons. Là, il y a une crise, il faut en sortir. Disons qu'elle n'est pas perçue comme utile. Tout le monde dit tout son contraire là-dessus. Mais Maud Bréjon, comment on sort de cette crise? Parce que là, il y a une crise politique, une crise sociale. Comment on en sort? Déjà, on continue à faire ce que je fais là, essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait les choses, essayer de le faire avec humilité. Effectivement, on entend les craintes, on entend les colères, on entend les doutes. Et en même temps, oui, il faut continuer à avancer parce que la politique, c'est avoir le courage de faire des réformes qui sont dures parfois sur le moment, mais qui sont nécessaires sur le long terme. Regardez l'ensemble des réformes de retraite. Aucun président n'est revenu sur des réformes antérieures. La gauche s'est battue contre la réforme de Nicolas Sarkozy en 2010. Est-ce qu'elle est revenue sur cette réforme? Non. Elle a même voté la réforme Touraine. Les députés socialistes, NUPS, avec lesquels Marine Le Pen a dit si j'arrive au pouvoir, je refais une autre. Enfin, je défais la réforme. Mais Marine Le Pen, on n'a pas bien compris quel était son projet, en fait, puisque la notion de la retraite de Marine Le Pen change d'année en année. Donc ensuite, et vous avez raison de le dire, il y aura un après réforme des retraites. Et moi, je ne crois pas que le président de la République en soit à un moment où il est bloqué. Je pense qu'au contraire, on a d'une part au Parlement la capacité d'aller chercher des forces en dehors de notre majorité, et notamment du côté, par exemple, des Républicains. Ah bon, vous continuez à vouloir séduire les Républicains? Ça vous a pas réussi la première fois. Ma conviction, c'est qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent face à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et puis ensuite, il y a d'autres grands chantiers, le président l'a dit, la question de la santé, la question de l'école, la question de l'écologie, la question des services publics. C'est des chantiers qui doivent permettre de mettre du lien dans la société et autour duquel on doit réussir à travailler plus consensuelles. Et à agglomérer l'ensemble des forces vives. Et Benjamin Duhamel, moi j'ai retenu cette phrase, il dit « Je demande à Madame Borne de bâtir une majorité élargie ». C'est justement son échec. Elle n'a pas réussi à bâtir cette majorité pour faire passer la réforme. Pourquoi elle réussirait demain ce qu'elle a échoué à faire hier? Il prononce cette phrase et il dit « J'espère
Oui. J'espère On n'est pas sûr, en plus. que ça fonctionnera. C'était très intéressant le passage sur Elisabeth Borne, parce que d'abord, il y a le traditionnel, bien sûr, oui, je lui renouvelle ma confiance, parce qu'en réalité, le président de la République ne peut pas vraiment dire autre chose. Mais au fond, à travers cette phrase, je ne dis pas qu'il signe la fin du bail d'Elisabeth Borne, mais du moins, il envoie un message qui n'est pas franchement un message de confiance. Pour deux raisons. La première, c'est qu'Elisabeth Borne, dans sa méthode politique, a échoué. Il faut le dire. Elle avait fait le choix d'expliquer qu'elle réussirait à ne pas passer par le 49.3 et à convaincre précisément les députés les Républicains en leur faisant tout un tas de concessions, en espérant avoir leur vote. Donc il lui donne une deuxième chance. Ça, c'est raté. Et il lui donne une deuxième chance en disant, voilà, il faut aller sur l'élargissement aussi loin que possible et j'espère que ça marchera. Mais aussi loin que possible, l'élargissement, là, on en est à un rétrécissement, puisque précisément les quelques députés les Républicains avec lesquels il pouvait espérer travailler, eh bien, ne sont pas forcément aussi fiables qu'ils le croient. Sur la loi immigration, où les Républicains devaient aider, ça, finalement, c'est repoussé en expliquant qu'on saucissonne. Donc, au fond, il y a cette idée que, certes, on donne 3-4 semaines à Elisabeth Borne pour essayer d'élargir, mais souvenez-vous, c'était déjà la même demande qu'il avait pu faire il y a un an, en mettant sur la table tout un tas de scénarios. À la fin des fins, ces scénarios-là n'avaient pas pu fonctionner. Donc, je vais vous dire, quand on pose la question à un certain nombre de conseillers de l'exécutif en disant, mais au fond, cette phrase, ça veut dire que peut-être dans la projection à 2, 3, 4 ans, c'est pas forcément Elisabeth Borne, on a une sorte de silence gêné au téléphone qui veut dire à peu près l'inverse de ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron sur la confiance. Avec un président qui doit reprendre la parole, hein. C'est ça, d'ici 3 semaines, de manière plus solennelle, mais on se demande bien sur une nouvelle méthode. Pour nous dire quoi alors à ce moment-là. Lui se demande aussi, parce que s'il avait su quoi dire aujourd'hui, il l'aurait dit. Il a dit une nouvelle méthode, un nouvel agenda de réforme. Oui, mais il ne l'a pas pour l'instant. Et c'était d'ailleurs pareil juste après sa réélection. Emmanuel Macron annonçait une nouvelle méthode et finalement, il a sorti le CNR, le Conseil national de la refondation. Ce qui a déçu tout le monde et auquel les syndicats aujourd'hui ne veulent pas participer parce qu'ils trouvent que c'est un objet complètement vide. Donc, à part un remaniement, en effet, un changement de Premier ministre pour essayer d'impulser quelque chose. On ne voit pas très bien vers quoi Emmanuel Macron se dirige. Et encore, parce qu'il demande l'impossible à son nouveau Premier ministre, élargir la majorité. Par où? Enfin, dans la mesure où les Républicains, ce sont les seuls avec lesquels il peut travailler aujourd'hui, ont bien montré qu'ils n'étaient pas fiables et ne voulaient pas participer. Donc partant de là, on est quand même dans une impasse, à moins de trouver la personne miracle qui ferait que tout d'un coup des LR accepteraient de se rallier. On ne voit pas qui est cette personne. C'est compliqué. Le seul point positif, juste pour finir dans cette interview, c'est qu'Emmanuel Macron n'apparaît pas comme quelqu'un qui est complètement abîmé, qui est complètement cabossé. Non, mais il arrive au moins à... Il cristallise quand même beaucoup de rancœur, voire de haine dans les cortèges, Emmanuel Macron. C'est certain, mais après tout ce qu'il a subi, après l'échec qu'il vient de traverser, après la crise politique dans laquelle on est, on pourrait voir, comme on voit Elisabeth Borne, quelqu'un de plus essoufflé et quelqu'un de plus abîmé. Au moins dans l'image, ça n'est pas le cas. Il a une capacité de rebond, le chef de l'État. Ah, mais il a tous les leviers. Parce que quand même, il y a eu la crise des Gilets jaunes, et puis finalement, il a réussi à se faire réélire. Là, il y a une crise compliquée. Est-ce qu'il ne va pas rebondir comme il l'a fait à chaque fois? Alors, les Gilets jaunes, il en est sorti assez brillamment en faisant le grand débat, parce qu'il a chassé de l'actualité les Gilets jaunes. Il a fait ce que très peu de leaders savent faire quand même, 6-7 heures de télévision en direct, en répondant à toutes les questions. C'était Alexa ou Google Home, c'était un mélange entre les deux, donc il avait une réponse à chaque question. Là, il a tous les leviers en main. Il peut toujours faire un référendum, il peut toujours faire une dissolution. Il a un pouvoir en réalité très fort pour sortir de tout ça, peut-être même par le haut, s'il trouvait le chemin démocratique, comme il dit, pour réunifier le pays autour d'un projet commun. C'est ça l'enjeu de son intervention, ça devrait être ça. Qu'est-ce que je peux dire dans 3 semaines pour réunir les gens, apaiser, faire en sorte qu'on ait un projet commun tous ensemble? On se rend bien compte, vous vous rendez compte quand je suis en train de le dire, que le chemin à parcourir quand même pendant 3 semaines, il va être long. Voilà. Dernier mot. Oui, brièvement. Enfin, la nouvelle méthode, on nous l'a vendue, comme vous le disiez, au lendemain des élections. Et en fait, on n'en a pas vu la couleur. Ça a été 49.3 sur 49.3. Nous, on le voit en tant que parlementaire. Vous n'y croyez pas à une nouvelle méthode? On a travaillé, tout le travail qu'on a fait en commission, etc. Il a été balayé de manière systématique. Il y a eu beaucoup d'amendements qui ont empêché de voter. Je terminerai sur un point. Mais aujourd'hui, on a un président qui est tout petit et qui gouverne seul, qui est isolé. On parle quand même d'une réforme. C'est quoi cette ambition réformatrice pour une pauvre petite réforme comptable qui ne vaut rien et dont personne ne se souviendra?